Je crois que le premier truc, c'est la passion, c'est aimer ce qu'on fait et aimer ses clients. C'est ça le truc, hein. Enfin, c'est la base de tout, quoi. Bonjour et bienvenue sur Les Émerveilleurs, un podcast avec des entrepreneuses et entrepreneurs qui enchantent le monde, leurs équipes, leurs clients et leur business. Je m'appelle Emmanuel Le Saint, je suis consultant en entreprise et je suis passionné par la magie humaine au quotidien. Dans ce podcast, je discute avec des dirigeantes et des dirigeants qui distillent cette magie à leur façon pour booster la satisfaction de leurs clients, la motivation de leurs collaborateurs et bien sûr leur activité. Aujourd'hui, je rencontre Stéphane Lamour, le seul cuisinologue au monde, dans son magasin au Sables d'Olonne. Il dirige les ateliers Stéphane Lamour, où il conçoit des cuisines, mais aussi des salles de bain, des locaux professionnels, et aussi tout type d'aménagement intérieur, comme des caves, des dressings et bien d'autres choses. Il est aussi président de l'association Caparago, l'association des commerçants du quartier Arago au Sables d'Olonne, dont il a multiplié le nombre d'adhérents par 6 en quelques années. Vous allez voir que Stéphane aime la vie. Entre autres, l'amour et le partage. Comme il le dit, il aime les gens, c'est ce qui lui permet non seulement de les comprendre et de leur proposer des projets parfaitement adaptés, et aussi de créer du lien, partout, sur le plan professionnel, associatif, caritatif, et donc de partager des bons moments. Il aime aussi la perfection. Il organise sa vie avec une rigueur militaire, des process pour tout, une recherche d'autonomie permanente, et tout ça afin de profiter à fond de chaque journée. C'est aussi un passionné de nature et de rugby et vous allez pouvoir le découvrir. Comme il le dit lui-même, allez viens, on va se marrer. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de me recevoir ici aux ateliers Stéphane Lamour. C'est toujours un plaisir de recevoir du monde pour faire découvrir mon métier. Et justement, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Stéphane Lamour, je suis sablais de naissance. J'ai jamais bougé des sables d'ailleurs. J'ai joué au rugby pendant une quinzaine d'années au rugby club Sablais. J'ai travaillé en face au marché Arago de très petit à adolescent, puisque j'ai dû commencer à vendre tout ce qui peut se vendre, des chatons, du muguet au 1er mai, des radis, puisque ma grand-mère avait un banc de fruits et légumes dans le marché. Donc j'ai grandi au marché. J'étais à l'école pas très loin, que ce soit à Sainte-Thérèse ou à l'Amiral, et ma maman travaillait à l'hôpital, donc en fait elle me récupérait le midi au marché. Donc j'ai passé mon enfance au marché à parler le sénégalais avec les marchands de colliers et à me marrer dans cette ville-là. Donc ensuite, effectivement, j'ai travaillé dans l'informatique. Et puis j'ai eu une opportunité puisque à La Roche-sur-Yon, sur le parking de l'entreprise, il y avait également les ateliers André Join, TCR Cuisine et Bain, la référence sur le département en matière d'aménagement intérieur cuisine. Et André Join était un ami, on prenait un petit verre ensemble le vendredi soir, et un jour, il me dit, j'avais posé ma cuisine, j'avais acheté une cuisine chez lui que j'avais posée. Alors j'étais pas novice dans le bâtiment, puisque j'avais rénové plusieurs maisons, et notamment cette ferme à la Chapelle-à-Char, où j'avais posé une cuisine provençale. Et André me dit, dis donc, moi, il faut que je prenne ma retraite, est-ce que tu veux pas prendre ma suite ? Donc je suis rentré comme ça chez moi en me grattant la tête, et le lendemain matin j'ai dit écoute, ok, on va faire comme ça, quoi. Donc j'ai repris les ateliers à André Join le 15 janvier 2001. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des chiffres clés ? Je sais pas combien de projets tu fais par an, combien de clients tu vois ? Oui, alors j'ai une enfance informatique. Mon premier boulot, je travaillais dans une SS2I et je vendais de la gestion de production et de la gestion dans les entreprises. Donc forcément, quand j'ai repris le magasin en 2001, j'étais avec une extrême certitude le cuisiniste le plus équipé en informatique en France. Donc oui, je peux te le dire. Donc aujourd'hui, c'est entre 110 et 125 dossiers par an. Voilà. Donc je travaille beaucoup, hein. Mais il y a des règles dans ma vie, c'est-à-dire que moi j'arrive ici à 7h30 et je repars à 18h, parce qu'après c'est sport tous les jours et ça passe avant tout. Je suis là entre midi et 2 puisque je mange dans le magasin, vous pouvez venir entre midi et 2, il n'y a aucun souci, je suis là tout le temps. Avant j'avais 3 magasins à La Roche, Chaland, Les Sables, et puis 2009 est passé par là avec une grosse crise, et puis le dépôt de bilan de TCR avec qui je travaillais, pour qui j'étais le premier magasin en France en chiffre d'affaires. Ça m'a coûté énormément d'argent. Mais à la Vendéenne, j'ai retroussé mes manches et je suis allé
chercher cet argent. J'ai mis 10 ans d'ailleurs pour arriver à remettre tout bien d'équerre. Mais pendant ce temps-là, l'avantage, c'est que je payais pas d'impôts. Voilà. Il faut bien trouver des avantages. Et donc aujourd'hui, oui, je fais entre 800 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec un seul salarié. Pour vous donner une idée, avant, c'était 2,5 millions avec 11 personnes. D'accord. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup. Mais je travaille beaucoup. Je suis très, très, très efficace. C'est très militaire chez moi dans mon fonctionnement. Il y a des process pour tout. Tout est bien calé. Toute chose à sa place. J'ai des tocs par rapport à ça. Et ce qui fait que ça se passe bien dans mon travail parce que c'est carré et je peux pas faire autrement. Et je sais pas faire autrement, ça me rend malade. S'il y a un truc qui est pas à sa place chez moi, je suis incapable d'aller me coucher. C'est-à-dire, je vais me relever, sinon je vais penser à ça tout le temps, quoi. Je suis attendre à payer au restaurant, les flyers sont de travers, je les remets tout droit. Je vais faire une prise de coach chez des clients, il y a un cadre de travers, je le remets droit. Sinon, je ne peux plus continuer à travailler, quoi. C'est pas possible, je vais voir que ça. Donc, je remets tout comme ça. Et c'est pareil dans mon boulot, c'est au millimètre. Les gens, ils rigolent parce que des fois, ils me disent combien il y a de passages là du côté de l'îlot? Alors, avec le petit curseur sur le logiciel, je regarde 923. Puis de l'autre côté, je les regarde, je souris et je fais je pense 923 aussi. Et effectivement, il y a 923 parce que c'est comme ça. Ça peut pas être autrement. C'est comme ça. Mais c'est super facile du coup parce qu'en fait, tout est calé, tout est à sa place, tout est bien comme il faut. À la maison, c'est facile à gérer. Les yeux fermés, je retrouve mes affaires parce qu'elles sont là où elles doivent être. L'activité des ateliers Stéphane Amour, c'est du coup des cuisines, des salles de bain, des aménagements intérieurs. Oui, c'est ça. Donc l'évolution est assez marrante. La base, c'était la cuisine. Les ateliers André Join, c'était des cuisines. Après, dans l'histoire, on s'est dit, tiens, les gens nous disaient, laissez la faïence. Alors, pour la petite histoire, il y a 20 ans, on faisait 40% de rustique et de provençal. Donc, il y avait de la faïence en crédence. Les gens disaient, la crédence, on s'en débrouillera. Et quand on allait prendre la photo, c'était pas beau, quoi. Les choix étaient pas les meilleurs. Donc, on les a guidés sur les choix de faïence. On allait dans les magasins et on choisissait la faïence pour eux. Ensuite, c'était la peinture. Je me souviens d'un dossier à Saint-Hilaire-d'Arieux où la cuisine était magnifique et puis le client me dit la peinture, c'est mon copain qui va le faire, il est à la retraite, il connaît, il a même pas de papier peint. Et c'était pas bien, quoi, parce que le papy, il avait mis une tapisserie qui avait flingué la cuisine. Donc on s'est dit, il faut faire les suggestions déco maintenant. Donc on a tous été formés à l'architecture de l'intérieur et à la décoration. Je dis tous parce qu'il y avait 7 vendeurs à l'époque. Et puis c'est parti comme ça. Et puis, donc après, on a choisi le carrelage, on a tout fait, et puis on s'est rendu compte qu'à terme, pourquoi ne pas prendre des projets complets, surtout au Sable où je suis maintenant, où il y a des gens qui sont de l'extérieur et qui veulent du clé en main avec quelqu'un qui s'occupe de tout. Donc en fait, aujourd'hui, effectivement, je vends de la cuisine, de la salle de bain, et la salle de bain avec des partenaires locaux qui sont pour moi des références. C'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'une salle de bain, c'est pas très grand, mais il faut pas se tromper, parce que c'est de l'eau. Donc en fait, il faut forcément des gars sérieux. Donc des salles de bain, j'en fais beaucoup, mais c'est pas donné, mais c'est comme ça. Je vais pas aller chercher des mauvais pour que ça soit moins cher et puis que derrière on ait des ennuis. Hein. Et donc la cuisine, les dressings, les meubles télé, tous les aménagements sous escalier, les caves, je fais beaucoup de caves aussi, c'est super, j'adore. Et tout ce qui se travaille en bois. Et puis aussi, il y a des gens qui osent venir me voir pour des trucs assez atypiques. Je pense à des charcuteries, des bancs de marché, des choses comme ça. Et puis ils sont surpris. Ou des salles de stérilisation de cabinets dentaires, des médecins. Parce qu'en fait, c'est des aménagements spécifiques. Et puis les professionnels du métier vendent ça très, 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 très cher, alors qu'un cuisiniste peut le faire sans problème. C'est du bois, c'est de la menuiserie, on sait le faire. Et ils sont super surpris à chaque fois de voir l'écart de prix, mais c'est divisé par 4, quoi. Oui, je pensais à ça tout à l'heure. Tu disais, donc le soir, on me propose de reprendre l'entreprise qui est dans un domaine très différent. Qu'est-ce qui fait que tu prends ta décision? Tu dis, je change complètement et je reprends cette entreprise. C'est comme plein de choses, c'est oser. Alors, c'est tout con, mais c'est être sûr de ses compétences. Alors moi, les compétences dessin, on faisait les dessins à la main. J'étais pas doué, hein, c'était des gros pâtés. J'ai mis du temps à m'y faire, hein, puis après, c'était sympa. Puis depuis quelques années, je suis passé à l'informatique parce que je suis tout seul. Donc en fait, quand je fais un dessin, ça me fait le devis derrière. Avant, on faisait le dessin à la main, à l'aérographe, c'était des œuvres d'art, c'était vraiment magnifique. Et derrière, sur un petit logiciel, on faisait le chiffrage. Mais ce qui a fait rien, il faut juste oser dans la vie. Et c'est très rigolo parce qu'en fait, c'est Mike Horn
qui dit avec son accent si avant de partir tu veux avoir 100% des réponses, tu ne partiras jamais. Tu dois avoir 5% des réponses, le reste tu te trouveras sur la route. Et ça me fait marrer parce que c'est ça en fait. Le vrai truc c'est ça, c'est que tu vas, tu fonces et puis voilà. Et il s'avère que j'ai doublé le chiffre d'affaires la première année et ce monsieur André qui est un copain m'a dit je t'ai pas vendu assez cher. Et je sais qu'en fait si j'avais fondu les plombs il m'aurait dit ouais mais tu connaissais rien quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait 23 ans que je m'éclate dans ce travail parce qu'en fait, oui, tu vois comment je travaille, j'ai mes chiens avec moi. Ça n'a rien à voir avec un autre magasin, mais vraiment rien à voir. Moi, je suis un passionné par mon boulot. Mon réveil sonne, je saute du lit pour venir au travail parce que j'ai un dossier à faire et puis je sais ce que je vais faire, j'ai trop hâte. Je kiffe mon métier, comme ils disent les jeunes. Mais j'adore vraiment ça, quoi. Donc, quand on me parle de retraite, je me dis, non, j'ai plein de passions, hein. Je suis un mec de nature, je suis tout le temps dehors. Mais par contre, effectivement, j'adore mon boulot, quoi. Donc, je me vois pas arrêter comme ça, parce qu'en fait, je pense que ce qui me fera m'arrêter, ce sera les moyens, la limitation des moyens intellectuels, parce qu'il y a forcément un moment donné où tu percutes moins vite. Donc, comme dans mon boulot, je fais tout. C'est-à-dire, je reçois les clients, je fais l'analyse, je prends des cotes. Ça, c'est la partie sympa. Je fais le dessin. Ça, c'est la partie sympa. Après, je gère le planning. Je passe les commandes fournisseurs. Je fais les factures. Donc, tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, c'est peut-être ce qui fera arrêter un jour. Et puis, la passion aussi. Parce que j'ai envie d'aller aux champignons plus souvent. Quand il y en a, parce que je vais les retraités qui m'envoient des photos. J'ai ramassé ça, j'ai ramassé ça. Et moi, quand j'ai plus de rendez-vous, il n'y en a plus. Donc, c'est Ils sont déjà passés, ouais. Donc, c'est pas rigolo. Je te propose qu'on parle du développement d'activité. Tu es cuisinologue. Ouais, c'est ça. C'est quoi cuisinologue? Parce qu'il n'y en a qu'un en France. Il n'y en a qu'un dans le monde, ici au Sable-d'Olonne, chez vous. Il faut que je cite un ami, Jean-Pierre Lagarrigue, c'est important, parce que il a des potes à travers des groupes de rock et tout ça, c'était que des médecins. Des cardiologues, des gynécologues, des rhumatologues. Et en fait, quand il allait me voir au magasin à La Roche, il disait « Tiens, je m'en vais prendre un café chez mon pote, le cuisinologue. » Parce que moi, j'étais le seul cuisiniste, ça faisait moins chic, quoi. Du coup, il y a quelques années, on a refait l'enseigne, et je dis, qu'est-ce que je mets? Je dis, allez, on va faire un petit pied de nez, on va appeler ça le cuisinologue. Donc, c'est très rigolo, parce que moi, je travaille la porte ouverte, là, par quand il tombe des cordes, et les gens s'arrêtent. Est-ce qu'on peut vous poser une question? Qu'est-ce que c'est un cuisinologue? Alors, des fois, j'ai des copains avec moi, ils rigolent, parce que j'ai toujours la même réponse. Je fais, un cuisinologue, vous voyez, dans les médecins, il y a des généralistes. Ça, c'est plutôt le cuisiniste. Et puis, il y a des cardiologues, gynécologues, il y a des spécialistes. Et ça, c'est plutôt le cuisinologue. Et il s'avère qu'il n'y en a qu'un seul dans le monde, il est ici au Sable-d'Olonne. Donc moi, je suis spécialiste cuisine. Je dis avec un super aplomb, ça fait rigoler les copains. Et moi aussi, et j'adore. Quels clients tu rencontres? Quels clients viennent te voir? Et c'est quoi leurs besoins à chaque fois? On va dire que les besoins, c'est à moi de les découvrir. Il y a souvent des gens qui me disent, qu'est-ce qu'ils demandent les gens en ce moment? Alors, moi, je reprends les gens en disant, les gens, ils ne me demandent rien. C'est moi qui leur dis ce qu'il leur faut. Et ça, c'est la vérité. Vous allez dans un grand magasin, une grande chaîne de cuisine, en fait, le vendeur, il va vous dire qu'est-ce que vous voudriez, où est-ce que vous imaginez le frigo, où est-ce que c'est... Non, alors ça, moi, c'est hors de question. Moi, je préviens les gens en arrivant, j'ai attention, c'est moi qui décide comment va être votre cuisine. Vous allez me parler de couleurs, de matériaux. Je vais vous poser plein de questions sur vos habitudes de vie. Vous avez des amis, vous recevez du monde, vous avez des enfants, des petits-enfants, comment ça fonctionne. Et l'implantation, c'est mon boulot. Quand quelqu'un vient et dit oui, alors nous, on sait exactement ce qu'on veut, c'est pas la première qu'on fait. Alors là, je leur dis ça va pas le faire, parce qu'en fait, moi, je ne veux pas dessiner ce que vous voulez. Puisque ce que je veux impérativement éviter, c'est tu vois, chérie, on n'aurait pas dû faire ça. Eh ben oui. Donc ça, c'est le boulot, et j'en vois tous les jours. Ça, c'est le boulot, c'est mon métier, d'éviter on n'aurait pas dû faire ça. Hier, je suis allé faire une prise de cote chez des clients sur le Remblai. Vous avez un lave-vaisselle le long du mur. Autant vous dire que quand il reste du café dans la tasse et que vous le mettez dans le lave-vaisselle, le mur, va falloir le nettoyer souvent. Vous avez le four le long du mur. Alors c'est pareil, on peut rattraper le truc chaud avec un côté de mur, machin, puis le poulet dans le four, et je vous dis pas le mur, et puis comment c'est pratique. Donc non, ça c'est mon travail, c'est ça. Donc les gens, ils viennent me voir. Leur besoin, c'est une cuisine ou une salle de bain, point. Là, aujourd'hui, il y a une tendance sur les hottes avec la plaque de cuisson, là. Oui. Moi, je dis aux gens qu'il faut pas faire ça, quoi. Pourquoi? Parce qu'une hotte, ça dure une vie. Ça tombe jamais en panne, c'est tout con, hein. Un moteur qui tourne. Une plaque de cuisson, si.
Alors quand vous avez mis 3 000 € dans une plaque qui fait les deux et que la plaque a tombé en panne, eh ben faut changer les deux. Alors là, vous vous dites, on va pas se faire baiser deux fois. Ce coup-là, on va mettre une haute normale et puis une plaque normale. Eh ben oui, mais le trou, il est spécifique, il faut changer aussi le plan de travail. Et là, c'est la galère. Donc, moi, 3, 4, 5, 6 ans avant, j'anticipe et je fais non. C'est une haute et une plaque. Comment tu fais pour comprendre les besoins des gens qu'ils t'expriment et aussi ceux qu'ils n'expriment pas? Oui. Et en fait, c'est ce que tu disais, c'est génial. Tu analyses, tu regardes comment ils vivent. Il y a deux choses là-dedans. Il y a d'une part poser plein de questions pour savoir comment ils vivent. Le plus important, c'est un don, en fait. Le plus important, c'est aimer les gens. Et moi, j'aime les gens et en fait, à discuter avec des gens, je sais comment ils sont, je sais comment ils fonctionnent, j'arrive à les capter. Il y a des clients, par exemple, à qui je dis, je déchire le dossier à partir de quelques questions, je dis, non, excusez-moi, on a pris un petit café ensemble, c'était sympa, mais on va en rester là parce que je vous sens pas, quoi. Ah, carrément. Alors, c'est atroce pour les gens. Ouais. Et c'est la vérité, c'est que ça sert à rien d'aller plus loin, quoi. Parce que c'est quelque chose de sympa. On vend pas des cercueils, quoi. On vend un truc sympa. C'est une pièce de vie, c'est agréable. Donc, faut passer un bon moment, c'est obligatoire. Donc, déjà, la personne. Et puis après, si vous accrochez sur la personne, après, c'est l'implantation. Voilà, c'est quoi vos idées? Qu'est-ce que vous nous proposez? C'est sympa. Et on avance ensemble. Mais c'est avancer ensemble avec une personne sympathique. C'est pas faire plein de tests partout. Moi, j'ai un tout petit magasin, j'ai 39 mètres carrés, il y a 2 expos. Les gens, ils rentrent. Ah, c'est tout ce que vous avez, on venait se donner des idées. On s'en fout, les idées, vous tomberez jamais sur la cuisine qu'il vous faut. Parce qu'en fait, les espaces sont différents, tout est différent. J'ai les échantillons sur tout, les portes de tout, il n'y a pas de problème. Les échantillons de plan de travail, tout est là. Et des milliers de photos, puisque je suis à plus de 7000 clients aujourd'hui. Donc, en fait, les idées, il y en a plein, les photos, il y en a plein. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, avant tout, c'est la personne. On accroche, on n'accroche pas. Donc, ça marche dans les deux sens. Si ça accroche pas, c'est pas la peine. Parce que dire, revient, mais... Et en plus, j'ai 56 ans bientôt, et je fais confiance à la petite voix. Et je parle très souvent de la petite voix, parce que ça me fait rire. La petite voix, c'est le truc qui te dit dans la tête, oh putain, c'est un con, lui. Il va te faire chier. Et en fait, c'est vrai, et ça marche à tous les coups. C'est vrai que quand la relation commence mal, on c'est atroce. C'est la petite voix, c'est important. La petite voix, c'est le truc qui te dit, prends l'équerre électronique quand on va à métrer, puis on dit, non. Puis on arrive et les murs sont tous de travers. Oh putain, la petite voix, elle l'avait dit. Donc plus on vieillit, plus on écoute la petite voix et ça marche pour les clients. Et des clients disent, non, ça va pas le faire, quoi. Et ça marche pas. Tu vas chez le client, tu vas regarder un peu comment ils vivent, tu vas voir l'emplacement. Et comment ça se crée dans ta tête tout le modèle que tu vas créer derrière? Là, je vais chez les gens, c'est obligatoire. Prendre les codes déjà. Parce que j'y vais qu'une fois, comme je suis tout seul et que je fais tout. J'ai pas un directeur technique qui va aller prendre les codes derrière. Donc tout est fait comme si ça allait bien se passer et que j'allais vendre cette cuisine. Donc tout est prêt, tout est mesuré au millimètre, tout est bien calé. Je regarde tous les tuyaux, tout, parce que je vais pas revenir. Il faut que ce soit bien du premier coup. Puis il s'avère que c'est un peu comme ça que ça se passe, puisque je suis actuellement à un peu plus de 70% de concrétisation de dossier. Je fais 10 devis, il y en a 7 qui tombent. Donc je pose des questions aux gens, je vois comment ça fonctionne. C'est important d'aller chez eux aussi, parce qu'on voit plein de choses chez les gens. On voit comment ils fonctionnent, on voit comment ça marche. Pour moi, c'est essentiel. Mais c'est les gens, c'est avant tout connaître les gens. Ouais, tu vas capter plein de choses. Enfin, tu vas dans leur intimité, quoi. Mais c'est énorme. On voit très bien comment... Mais même tous les détails, quoi. C'est le gars qui vous dit, quand vous avez fini de mettre, bon, vous prenez un verre. On voit comment il fonctionne. Il est pas froid, le gars. Il est sympa, il est généreux. Il faut une cuisine généreuse. Il faut une cuisine pleine de vie, où on sait qu'il va se passer quelque chose. Autour de cet îlot, de cette cuisine, il y a des copains qui vont être là, avec une demi-fesse sur la chaise, en train de boire un Ricard, ils coupent un saucisson. On va le voir, le truc. On dit, oui, c'est ça, on les sent, les gens. Donc, il faut faire un dessin en phase. Et quand on présente le dossier, les gens ils font, ah oui, ça c'est génial, là. C'est gagné, c'est tout bon, quoi. C'est du bonheur. Est-ce que déjà, quand tu es dans le lieu, tu vois déjà des choses? Ah oui. Ouais. Ok. Quand je suis chez les gens, je sais que dans quasi 100% des cas, je sais comment je vais la dessiner, la cuisine. Alors, je le dis pas parce que quand j'étais plus jeune, je le disais. Et puis une fois arrivé, ça passe pas. Mais le problème, c'est que ça leur plaisait. Donc ils arrivent au magasin. Ah c'est pas ce que vous aviez dit. Ouais, mais ça rentre pas, quoi.
Du coup, je le dis pas, je leur dis j'ai ma petite idée, je vais rentrer, je me jette sur la planche et vous allez voir, ça va être top. D'accord. Et c'est là où tu vas pouvoir éventuellement être confronté à certains problèmes que tu vas résoudre une fois que tu es sur le dossier, quoi. Enfin, sur le plan. C'est ça. Alors après, tout est expérience, hein, c'est rigolo. J'ai rénové une ferme à la Chapelle-Achard et puis je me souviens que j'avais dit, ben là, de toute façon, là, je mets l'évier parce que l'eau est là. Voilà. Et il y avait un plombier qui m'avait dit, mais non, fais comme tu veux et puis on trouvera la solution. Et ça, je l'ai toujours gardé après avec les gens. Je leur dis, non, attendez. Moi, je vais vous faire la cuisine qu'il vous faut et derrière, on va trouver les solutions parce qu'il y en a tout le temps. Et il y en a tout le temps. On a fait des îlots avec, en plein milieu d'une pièce avec du chauffage au sol. On faisait passer l'électricité et le gaz par le plafond avec une échelle chromée dans les barreaux, on descendait ça. Ouais, ce que j'aime, c'est qu'au départ, souvent, on va avoir des contraintes. Pense immeuble, donc on rentre dans ce cadre-là en se posant les questions dans ce cadre-là. Et toi, tu ouvres le cadre en disant les contraintes, ça passe. Fait, celle-ci, elle n'existe pas. Ouais. J'ai fait un îlot central au 10e étage du panoramique au sable. Un immeuble, pareil. On a un petit podium, les tuyaux passent en dessous, ni vu ni connu. Et le gars, il a ce qu'il voulait, il n'en revient pas, quoi. Et personne. Tu vois, c'est super. Mais c'est le jeu, quoi. C'est ça le truc, c'est de se sortir pour trouver les... Hier, c'était ça. On va faire un îlot central, c'est pas possible, l'eau, elle est là. Si, l'eau, on la ramène de l'autre côté. Parce qu'on a trouvé comment ? En se creusant, en allant au sous-sol, en repérant à quelle distance se trouvent les tuyaux actuels en haut, puis en reportant sur les murs d'en bas, puis se dire, bon, les tuyaux, normalement, ils sortent là. Oh, il y avait un faux plafond, je l'ai vu une trappe. Ah bah tiens, regarde, les tuyaux sont là. Donc après, on regarde de l'autre côté comment on peut aller bouger ces tuyaux-là d'1,50 m vers la droite. Puis finalement, on peut, dis donc. Parce qu'en fait, dans ce vide sanitaire, on peut. Du coup, on va faire un îlot. Mais c'était pas gagné. Pour le client, c'est pas possible. Donc les phases du coup d'un projet, c'est les gens viennent te voir avec des éléments. Ouais. Tu vas sur place pour capter, regarder et déjà en fait prendre tes mesures et tout ça. Ouais. Ensuite, tu fais les plans. Et ensuite, une fois que c'est validé, tu coordonnes et tu mets en place. Donc il y a 2 schémas. Il y a le neuf. Donc le neuf, les gens ils viennent ici avec leur plan de maison. Je leur pose les questions. Je fais un dessin. Si ça leur va bien, il y a une confirmation de commande. Je leur fais un plan technique à donner au constructeur ou à l'architecte. Lorsque les cloisons sont montées, ils m'appellent. Je vais contrôler les cotes. À cet instant-là, je commande les meubles. Parce que des fois, c'est pas comme le plan. Et dans la rénovation, je vais sur place, je prends mes cotes, je fais l'analyse, j'ai un petit questionnaire à toutes les questions qui vont bien, même des surprenantes, s'ils sont gauchers, droitiers, tout ça, parce que ça a une importance aussi. Et puis, ça leur va bien, bon de réservation. À ce jour-là, je leur donne une date de pause précise qui ne change pas. C'est toujours le côté militaire, donc voilà. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de rien, c'est pas possible, tu vois. Et puis, je commande la cuisine, et puis... 4 semaines avant, ils reçoivent la facture, le bon de livraison et le jour de livraison. Ça, c'est pour débloquer éventuellement les prêts, les choses comme ça. Tout arrive chez MJ Logistique à Aubigny, là-bas. La semaine qui précède, c'est livré le lundi matin pour une pause le lundi matin. Et puis on attaque, on fait le boulot. Et puis quand c'est fini, une petite photo. Voilà. Donc là, tu cites vraiment des dates précises, donc on voit que tu as des workflows, tu as des process qui sont tout faits. Comment c'est piloté ? Alors, c'est piloté informatiquement ? Bien sûr. Ouais. Oui. Tu utilises des outils spécifiques pour ça ? Alors, non, j'ai Outlook sur lequel j'ai mon planning perso et le planning de pause. Et là-dessus, c'est des jeux de couleurs pour tout, hein, puisqu'en fait, je prends une commande, je la mets à la date de pause. Elle est en rouge. Je la passe en commande. Elle est donc en vert clair. Ouais. Elle est facturée, elle est donc en vert foncé. Pour me repérer. Après, tout le monde a sa couleur. Le carreleur a sa couleur. Le gars qui dépose pour les projets d'aménagement complet, quand on refait un appartement entièrement, le carreleur a sa couleur. Celui qui dépose a sa couleur. Le plombier a sa couleur. Le plaquiste a sa couleur. Tout le monde a sa couleur. Et puis, c'est des petites bandes que je fais glisser sur Outlook comme ça. D'accord. Et donc, on a compris que tu étais vraiment très exigeant en termes de qualité. En termes de précision, quand tu travailles donc avec ton salarié, mais aussi des partenaires, comment tu t'assures que ça va vraiment correspondre à ce que tu veux et comment tu coordonnes tout le monde pour que ça puisse bien matcher ? Ils le savent. Alors, je viens mesurer un appartement, d'accord ?
C'est le cas cet après-midi. J'y vais cet après-midi. Un appartement qui doit faire 70 mètres carrés. À la fin de la semaine prochaine, le client, il aura tous ses plans et tous les devis. Moi, en 8 jours, vous avez tout. Alors pourquoi ça ? Parce que je fais les devis de tout le monde. Parce que comme je supporte pas attendre, et que... Donc moi sur mon logiciel de chiffrage de cuisine, c'est pareil. J'ai fait mes catalogues de fournisseurs locaux, on va dire. Parce que sinon, je vais attendre. Si c'est pas dans mon logiciel, j'en veux pas de ce fournisseur. Parce que je ne peux pas demander un chiffrage. Je suis sur mon devis, là. Je veux faire chiffrer un plan de travail, je le veux tout de suite. Demain, c'est mort. C'est tout de suite. Donc, il faut qu'il soit dans mon logiciel ou qu'il me l'ait donné. Et puis moi, je le mets dans le logiciel. Parce que comme je suis informaticien de formation, c'est des petits onglets comme ça. Donc là, vous avez le carreleur. Donc en fait, moi, je mets les quantités. Il y a son en-tête, il y a tout est prêt. Vous avez le peintre, vous avez le plaquiste, vous avez l'électricien plombier, il y en a plusieurs. Et la dépose. Donc en fait, moi, mon client, il a un estimatif de tous ses travaux qui est ultra précis, avec effectivement une base sur le choix de sa faïence, parce que s'il trouve autre chose plus ou moins cher, ça sera plus ou moins cher. Mais quand il vient me voir, je dis voilà, 8 jours après, il vient me voir, il a son projet tout maquetté, il a l'appartement entièrement dessiné sur le logiciel, et je lui dis voilà, ça coûte tant. J'adore. Et je m'occupe de tout. Et on démarre tel jour, et on finit tel jour, et je lui dis tout ça le même jour, quoi. Peut gagner, quoi. Ouais, c'est génial, parce qu'en fait, t'as allé chercher de l'autonomie pour être en capacité de tout faire, même quand tu travailles avec des partenaires. Oui. Et donc ça, c'est sur la partie devis. Et sur la partie planning, tu peux leur dire, on fera ça tel jour. Ouais. Le planning, c'est pareil. Donc, ils ont un petit dossier tout pareil. Ils ont ce qu'on appelle un petit cahier des charges où j'ai noté la mission de chacun. Alors, c'est pas des trucs à rallonge comme ce qu'on voit dans les cahiers des charges classiques. Moi, c'est tout simple. Il y a une feuille par artisan, votre mission. Et puis, moi, c'est toujours un peu humoristique, je suis toujours dans cet esprit, moi. C'est votre mission si vous l'acceptez. Et puis, c'est toujours les mêmes, et ils savent comment je fonctionne, ils savent ce que je demande, ce que j'ai besoin. C'est-à-dire que ce soit top. Et puis, quand je dis toujours au gars, je dis, quand tu sors de la pièce, regarde tout partout, s'il y a un truc que tu trouves bizarre ou qui te plaît pas, refais. Parce que ça va pas plaire au client. Ou peut-être qu'il va pas le voir, mais ça va peut-être pas plaire à un de ses copains qui va dire « Ah, t'as vu, ça, c'est pas top. » Et derrière, c'est pas bon. Donc, tous, je leur dis, tu te retournes, tu regardes. S'il y a un truc qui va pas avant de t'en aller, refais-le. Parce qu'en fait, ça marchera pas. Et André Jouin, mon prédécesseur, il m'a toujours dit, quand il y a un truc qui va pas, qui est abîmé, qui est cassé, même si c'est pas très grave, change. Pourquoi ? Parce que le client, si vous lui dites, il y a une petite rayure là, pour la peine, je vous fais moitié prix sur la plaque de cuisson. Il a un copain qui va passer, qui dit, t'as vu, t'as une petite rayure là. Oui. C'est qui t'a fait ça ? C'est Atelier Stéphane Lamour. Ah putain, ils te l'ont pas changé ? Non. Voilà. Le mec, il dira pas, mais il m'a fait moins 50% sur la plaque parce que je lui ai dit que c'était pas la peine de le changer. Non, tu changes, même si c'est compliqué. Là, j'ai un truc qui est un peu... C'est propre à moi, c'est particulier, c'est que je réponds tout le temps, moi. Du lundi au dimanche soir, je réponds tout le temps au téléphone, au mail, au SMS. Les clients me disent, il est 2h du matin, vous m'avez répondu, je comprends pas. Parce que tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et puis, faut toujours tout faire tout de suite. Parce que je me dis que les clients sont comme moi. Moi, je suis chiant, je pose une question, je veux la réponse tout de suite. 2 heures après, vous me répondez, je dis, c'est trop tard, je suis passé à autre chose. J'ai fait autre chose. Parce que c'est fini, moi, je veux la réponse tout de suite. Donc, si les clients sont... Je suis le pire. Donc, en fait, je me dis que si les clients sont comme moi, ils sont pires, ils sont graves, quoi. Donc, en leur répondant tout de suite, ils sont super contents. Puis, effectivement, c'est pas très grave, mais vous dites, oui, nous, il y a l'eau qui part dans l'évier, il y a un problème de la bonde, est-ce que vous pouvez me rappeler pour me dire quelque chose ? Vous vous rappelez pas. Le gars, il a toujours son problème. Mais c'est son seul problème. Vous en avez plein. Lui, il en a qu'un. Mais on lui répond tout de suite, le mec, il est super content. Il évacue. Ça sort de sa tête, terminé. Il y a quelqu'un qui s'occupe de son problème. Si vous le gérez pas, ça monte. Il avait un problème qui prenait tout son espace mental, et puis il n'y avait pas de réponse. Moi, je dis souvent, quand on me dit ça, on me dit, lui, il est un peu con. Je dis, non, les gens, on les rend cons. Au départ, ils sont pas cons,
Mais si on se fout d'eux, qu'on les rappelle pas, comme machin, bah, ils s'énervent, et puis évidemment. Puis du coup, ils deviennent cons. Ils sont cons. Mais non, il est pas con, le mec. On lui aurait donné la réponse, on l'aurait rappelé tout de suite, il était content, et puis voilà, il était pas. Ça, c'est super important, c'est la réactivité. C'est quoi en fait tous les éléments qui font la spécificité des ateliers Stéphane Lamour? Tous les éléments, je crois que le premier truc, c'est la passion, c'est aimer ce qu'on fait et aimer ses clients. C'est ça le truc. Hein. Enfin, c'est la base de tout, quoi. Parce que si t'aimes ton client, t'as pas envie de lui faire une mauvaise affaire, de lui faire acheter un truc qui sera pas content. Donc la base, c'est aimer ses clients. Aimer les gens, ouais. Okay. Mais même quand je recrutais des vendeurs, je disais d'abord, avant tout, c'est pas savoir parler, c'est aimer les gens. Puis savoir leur parler, quoi. Ça sert à rien. Quand je vendais de la gestion de production, j'avais un costard cravate et puis les souliers vernis. Mais j'étais pas dans mon habit, ouais. Donc aujourd'hui, je travaille en t-shirt quasiment tout le temps. Mais je suis bien, quoi. Ouais. J'ai évacué ce truc-là. J'ai pas ce petit stress d'arriver dans un déguisement qui n'est pas le mien, quoi. Donc déjà, ça, j'ai pu. Donc je bosse avec mes chiens, parce que j'ai 2 chiens, je chasse, j'ai 2 chiens, ils sont là avec moi, ils sont adorables. On prend un petit café, on prend un machin. Le samedi, j'ai des copains qui arrivent à l'apéro. C'est assez fréquent. J'ai des clients qui sont là, tout le monde prend l'apéro. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais en fait, c'est vraiment ça la vie. C'est que faut garder à l'esprit le sens de la vie. Moi, je me dis, tous les matins, on se lève, on allume la lumière, on dépense de l'argent, il faut chercher de l'argent. On nous a mis dans un schéma de vie qui est débile. C'est pas ça la vie. La vie, c'est la vie. C'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait, voir des gens. Je repense au rugby. Pour toi, c'est quoi les valeurs du rugby et qu'est-ce que ça apporte au quotidien? Ce côté convivial, c'est profiter, obligé, hein. Plaisir et en même temps responsable, collectif. Il y a plein de trucs à dire sur le rugby, c'est fantastique. Moi, mon plus gros chagrin dans ma vie aujourd'hui, c'est d'avoir été contraint d'arrêter le rugby. Alors que quand je voyais des gars de 50 ans jouer à l'époque, je disais, l'autre, moi à son âge, je ferais autre chose. C'est faux. Nous, à 30, moi c'était en 2000, donc à 32 ans, on me dit, t'arrêtes. 2 hernies discales cervicales, je voyais de l'eau à mi-regard, des fourmis dans les bras, il faut arrêter. Moi j'en ai chialé, quoi. Parce que le dimanche matin, c'était slip, chaussettes, short, serviette. Par cœur, je savais ce qu'il fallait mettre dans le sac. Ma place dans le vestiaire, le machin. Allez hop, on mange à 11h. À 13h, la réserve joue, on la regarde. À 14h, on rentre dans le vestiaire. 14h30, on est dehors, on s'échauffe. Et puis voilà. Et puis c'est un combat. On va à la guerre. C'est un sport de combat d'équipe. C'est abnégation totale. Il n'y a qu'un objectif, c'est mettre le ballon derrière la ligne. C'est pas... On s'en fout de soi, de son corps, des bobos. Il n'y a qu'un objectif, c'est aller mettre le ballon là-bas, derrière la ligne, pousser les copains dans le but, il faut y aller, quoi. C'est le seul objectif. Donc ça apporte beaucoup dans la vie. Ça apporte la rigueur déjà, parce qu'il n'y a plus le service militaire, c'est une belle connerie. Donc au moins dans le rugby, ça apporte la rigueur. Il y a des encadrements. Nous, je vois au Sable, on fait faire les leçons des enfants le soir, avant l'entraînement. On a des retraités qui viennent et qui font faire les leçons aux enfants. Il n'y a ça de nulle part. Non. Ils font les leçons avant l'entraînement. C'est que tu vas à l'entraînement, d'accord, mais d'abord tu fais tes leçons. Donc on leur fait faire les leçons, il y a un appui scolaire avec les gamins et après ils vont à l'entraînement. Donc l'entraînement, c'est 19h, quoi. Les gamins sont là, quoi. Ça apprend la rigueur. Ça apprend la rigueur que on peut pas jouer tout seul au rugby. Non. C'est un sport d'équipe, mais un réel sport d'équipe. Parce que le gars est tout seul. Il fera rien. Et il y en a 8 dans la mêlée pour pousser la mêlée pour récupérer un ballon. Le gars, il n'y a pas d'individualisme. C'est pas possible, c'est vraiment un sport d'équipe. Et puis on peut pas avoir le boulard parce qu'on se fait vite remonter par les autres, quoi. Ça va, quoi. Parce que c'est des copains. Et puis le côté convivialité, qu'effectivement, quand le match est fini, on boit un coup avec les copains, avec l'adversaire, avec le mec qui vous a ouvert la joue où il y a des points de suture. C'est une tape dans le dos et t'as vu ce que tu m'as fait, quoi. On peut boire une bière avec lui. Il y a pas cette... c'est le sport. C'est un sport de combat d'équipe. Et quand on n'est plus sur le terrain, c'est fini, quoi. On boit un coup avec les gars et puis on n'en parle plus. Et c'est sympa. Génial. Et les gamins, vous voyez, les gamins, ils partent en bus. C'est ce qui nous coûte le plus cher au Rugby Club Sablé. Déplacement pour les gamins. Parce qu'on y tient, ça. Les parents, ils suivent en bagnole. Ils peuvent emmener leurs enfants. Mais les enfants, ils veulent être dans le bus avec les copains. Ah ouais, c'est super. Oui, ils veulent pas être avec leurs parents.
Et ça, c'est les valeurs du rugby. On est sur le terrain, il y a une unité, quoi. Il y a une bagarre générale, elle est bien générale. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui se bat tout seul dans le coin, et puis les autres, ils te disent faut arrêter, quoi. Tout le monde y va, tout le monde se bat. Oui, Donc tu es aussi investi dans le rugby, tu es aussi investi à Caparago, ouais. dont tu es président. Ouais. Tu peux expliquer un peu ce que vous faites à Caparago ? Oui, donc je suis investi parce que depuis tout petit, je suis délégué de classe. Partout où je suis, c'est comme ça, quoi. Mais parce que j'aime ça, et puis en fait, il y a des choses que je sais faire, et je suis content de les faire partager. Donc moi, ce que je sais faire, c'est parler aux gens, c'est les fédérer, c'est toujours aimer les gens, donc du coup, ça revient facile. Hein. Quand vous aimez les gens, c'est facile. Quand vous dites bonjour à quelqu'un, c'est rare qu'il vous réponde pas bonjour. Puis là, du coup, je suis en 2018, il y a une réunion, il y a 7 adhérents, 10 adhérents, et puis on va arrêter l'association. Non, je dis non. Ah toi, tu viens d'arriver, tu veux prendre la présidence ? Ouais. Donc j'ai pris la présidence en 2018, on est 65 adhérents aujourd'hui, parce qu'en fait, on fait plein de trucs. Alors, on fait 5 grosses animations dans l'année. Moi, c'est le festif, c'est que les gens soient là, se parlent, retrouver ces trucs de village d'autres fois, quoi. Donc, on a tout d'abord la course de cajot. Alors ça, c'est un truc rigolo, c'est qu'on court autour du cajot, autour du marché Arago avec une pile de 5 cajots de salade, vides, bien sûr, par équipe de 4 en relais, faire le plus de nombre de tours. C'est déguisé, c'est rigolo, c'est festif. On a ensuite la fête des voisins. Donc là, nous, on prend un petit groupe, un petit orchestre, un petit duo. Et puis les voisins, ils amènent leur manger, quoi, comme on dit, la mangeaille. Et on mange ensemble, on partage son pique-nique, quoi. Donc, et puis l'association met à disposition 2 cubis de vin. Voilà, tout le monde est content, on passe une bonne soirée. Ça finit pas trop tard, et puis c'est histoire de discuter avec les gens du quartier, et puis de parler de nos métiers. Et ensuite, on a la fête de la musique. Là, c'est une des grosses opérations de l'année, hein, puisque là, c'est sur le parking. Il y a à boire et à manger, et puis 2 groupes de musique. On fait toujours beaucoup de monde, hein, on est autour de 1000 personnes, ça fait du monde. Ensuite, on a l'Arago Gastro Road au mois de septembre. Alors ça, c'est pareil, c'est rigolo. L'idée, c'est, je vais vous donner mon exemple. Moi, je sors un manche debout dehors, des terrines de pâté de sanglier, des bouteilles de rouge, et puis du pain. Et puis tous les gens qui passent, ils mangent un petit bout de pain avec du pâté, ils boivent un verre, on discute, on fait des belles rencontres, on fait des rencontres magnifiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle aux gens. Ouais, on va au-devant des gens. Moi, j'ai rencontré des gens fantastiques. Il y a une petite dame qui habite dans le quartier, on ne sait pas ce qu'elle fait. Autrefois, il y a eu un moment donné, la CETA, elle a arrêté de fabriquer les cigarettes parce qu'il y a eu un problème pendant la guerre, je sais plus quoi. Elle fabriquait les cigarettes dans son garage avec son mari qui revendait et tout machin. Génial. Ça crée des contacts, ça crée des liens, des contacts. L'idée, c'est ça, c'est de dire qu'on se parle. Les gens, ils ont la nez dans le guidon, dans le truc économique dont je parlais tout à l'heure. On se lève le matin, on allume la lumière, ça y est, on commence à dépenser de l'argent, il faut chercher de l'argent. C'est débile. Moi, je regarde des trucs, je cite souvent ça me fait rire. Je regardais des oies passer dans le ciel, puis une dame elle me dit qu'est-ce que c'est, des oies ? Ah oui, c'est pas souvent. J'y sais 2 fois par an, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ah bon ? Oui, mais sauf que les gens, ils regardent le caddie, met les courses dans la bagnole, file à la maison, fait à manger, allez, on regarde la télé, allez, Koh-Lanta, on se couche, et puis le matin, on se lève, et c'est reparti. Moi, les gens me disent, pourquoi tu fais ça ? Comment t'arrives le temps de faire ça ? Je fais des pâtés, des saucissons, des machins. Mais où tu trouves le temps ? Je le prends le temps. Quand je dis à 18h, c'est mort, un rendez-vous avec moi, même si vous avez un projet à 100 000 euros, à 18h, c'est mort, je vais au sport. C'est ce qui fait que je travaille bien le lendemain. Parce que je suis bien dans ma tête, parce que ça me fait du bien. Donc Arago, j'étais rendu à Arago Gastro Road. Ensuite, on fait la soirée neige en décembre, qui est là, la grosse fête à Port-Raté-au-Sable. Il y a 2 fêtes à Port-Raté-au-Sable, c'est le bal des pompiers, puis la soirée neige. Soirée neige, on est les pieds dans la neige. Alors, je le dis parce que les gens, des fois, il fait froid, il est les pieds dans la neige, forcément, il est dans mon cassin. On met 10 tonnes de neige par terre, donc effectivement, il fait froid, quoi. Avec 2 groupes, et puis là, c'est pareil, on mange, on se régale. Et j'ai oublié les championnats du monde de mangeurs de grillés de mojettes. Ah ouais. Ça, c'est pendant la soirée Beaujolais, donc le 2e jeudi, je crois, au 3e du mois de novembre. Donc là, c'est les championnats du monde de mangeurs de grillés de mojettes. Donc là, les gars, ils ont une grande tartine qu'ils doivent manger le plus vite possible.
Et c'est super marrant. Puis on en profite pour faire jambon mojette. Les gars et les filles, hein, parce qu'il y a concours. Ah ben, il y a des gars et des filles, ouais. Et puis on fait jambon mojette. On a des sponsors sur l'opération. Là, la Sablesse qui nous offre les mojettes. Et puis les jambons petits gars pour les jambons. C'est super sympa. Et on passe une grosse soirée. J'ai lu dans tes questions, parce que ça me fait penser à ça, les points marquants, les choses, voilà. Donc en fait, de ce que j'ai pu faire dans ce boulot-là, il y a 2 choses. Et ça marche pareil, c'est le Téléthon des chefs en 2000, je sais plus quelle année. Et on fait venir tous les plus grands chefs du département. Alors, bon, d'accord, je vais présenter ça au château Téléthon, non, vous allez faire ça, d'accord. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Bon, ils me prennent pas trop au sérieux. Sauf que je leur donne quand même un chèque de 10 000 euros, quoi. Alors, du coup, je me souviens d'un des gars qui me dit, mais au-delà de la performance financière, monsieur Lamour, comment avez-vous fait pour solliciter tous ces grands chefs? Je le regarde et je lui dis, je leur ai demandé. C'est con, mais j'avais Bonavita de Cayola, qui était le plus près. J'avais Alexandre Couillon de la Marine à l'Herbaudière. J'avais tous les chefs du département. Tous les étoilés. Ouais, un truc de dingue, quoi. 10 chefs. Et du coup, là, il y a plein de partenaires qui se sont greffés. Villeroy-Boc, Champagne-Tétinger, tout ça. C'était une journée de malade. Et tout le monde a adoré. Ah, c'est fabuleux. Et puis, la deuxième chose, c'est exactement sur le même... J'ai fait la journée extraordinaire. Ça devait être en 2011, ouais. En juin 2011. Donc, j'ai sollicité des gens et des copains de copains, des copains de copains de copains de copains, avec des belles voitures. Et ce jour-là, j'avais 25 voitures d'exception. Donc, de la Ferrari, un Aston Martin. Alors, c'était quoi qui s'occupe des enfants? Le secours populaire, ouais. Secours populaire, secours catholique, je sais plus trop. J'avais 25 gamins défavorisés qu'on est allé chercher chez eux. Ils l'emmenaient faire du karting à l'île d'Olonne, donc 2 sessions de 10 minutes. Après, manger au Quick. Ensuite, baptême de l'air. Ensuite, pique-nique sur la plage. C'est rigolo, parce que rien que d'en parler, ça me fout l'air. Pique-nique sur la plage, dans les cabanes à Tanchette, là, goûter. Et on les ramenait chez eux, avec un chèque cadeau de 20 euros chez Applicache, qui était à côté du magasin. J'imagine, putain, j'ai les frissons aussi. C'est atroce. Pour ces gens-là, pour ces gamins-là. Fantastique. La journée qu'ils ont vécue. Moi, le soir, je me souviens, je ramassais les barrières, parce que le parking était bloqué pour les bagnoles à Tanchette. Et j'étais d'une émotion malade, quoi. Rien que d'en parler, c'est chaud. Ah, c'est beau. C'était génial. Ouais. Est-ce que tu peux reciter ce qui te permet de te ressourcer, ce qui te fait du bien? Ah oui, alors le sport déjà, c'est important, parce que quand on n'en fait pas, on n'est pas bien. Enfin, c'est que quand on en fait, on est bien. Quand on n'en fait pas, on ne sait pas comment on pourrait être, mais quand on en fait, on est bien. Donc ça, c'est sympa. Tu fais quoi? Je vais à la salle tous les soirs. Alors, je cours 2 fois par semaine. Et je vais à la salle, sinon, tous les soirs. Donc, c'est RPM, pump, trucs comme ça. Et puis, de la course à pied pour avoir du cardio. Et puis, sinon, je chasse de septembre à mars. C'est ma passion depuis que je marche. Voilà. Et un peu de golf. Un peu, parce que je suis pas très fort. Hein. Mais ça, c'est l'occasion d'être avec les copains. Mais sinon, oui, les champignons, tout ça, je suis un mec de nature. Moi, mon rêve, c'est de vivre pieds nus, voilà. Tu as cité Mike Horn tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une personne ou un personnage que tu trouves inspirant? Lui, j'adore. Ouais. Lui, j'adore. C'est mon prof de marketing qui disait ça, donc j'ai recherché un peu voir qui c'est. Je me suis dit, ça doit pas être mon prof de marketing, mais j'ai vu que c'était Peggy Boucher qui mettait « Seule la victoire est belle ». Par exemple, je déteste quand on me dit l'essentiel c'est de participer. Je déteste Pierre de Coubertin. Pour moi, aucun intérêt. Tout ce que je fais, c'est pour gagner. Par contre, alors là, je suis pas mauvais joueur. Par contre, tout ce que je fais, c'est pour gagner. Voilà. Donc pour moi, c'est seule la victoire est belle. L'essentiel de participer, non. Moi, j'y vais pas. Si c'est pour participer, j'y vais pas, je m'en fous complètement. Moi, je joue au golf avec des copains qui sont 4 et 5 d'années, qui sont très forts. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, on va taper des balles, non, on fait le parcours, on compte les points. J'ai aucune chance de gagner, mais je veux savoir où j'en suis. Mais même, je vais à un concours de belote avec mon père, c'est pour gagner. Alors lui, c'est pour passer le temps. Donc on se prend le chou. Je fais, allez, je prends, on verra bien. Ah non, tu prends pas, on verra bien. Tu prends, c'est du jeu. Moi, je fais un concours pour gagner. Et ça marche assez souvent, parce qu'en plus, j'ai beaucoup de chance.
C'est rigolo. C'est rigolo. Ouais, mais ça appelle. C'est rigolo, mais par contre, ouais. L'état d'esprit l'appelle aussi. Oui. Alors, il y a un gars que j'adore, Thierry Gabillet. Tu regarderas sur YouTube. La chance, il explique que c'est une compétence. J'y crois à 100%. Ceux qui ont de la chance à répétition en sont responsables. Et ceux qui ont de la malchance aussi. C'est un état d'esprit. On a de la chance. C'est une compétence qui se travaille. C'est pas un hasard. C'est le gars, il était là au bon moment, au bon endroit. Là. C'est saisir des opportunités. Celui qui fait rien, c'est toujours pareil avec Mike Horn, hein, celui qui fait rien, qu'attend que ça se passe, il se passera rien. Il peut être sûr du coup. Hein. Il n'y aura rien dans sa vie. Hein. Celui qui, tous les jours, il fait un nouveau truc, il fait des tests, machin. Ça marche pas, c'est pas grave, il a tenté des coups. Bah lui, il va se passer des choses. Forcément, il va gagner. Celui qui tente rien, il a rien. Quoi. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a des choses que je t'ai pas demandé que tu voulais dire? J'ai mon dicton moi aussi, parce que j'ai déposé un dicton. Ah, alors, comme je fais la cuisine, miam miam, ouais. Et la cuisine des meubles, c'est en maîtrisant la finalité que l'on réussit ce que l'on entreprend. C'est que je sais faire à manger, donc je sais dessiner une cuisine, en résumé. Voilà. Voilà merci l'idée. Merci beaucoup Stéphane. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors? Eh ben, on peut me retrouver la semaine 83 boulevard de Castelnau et le dimanche dans la forêt. Bon, merci, à bientôt. Voilà. À bientôt.